notre présidente d'académie, Béatrice Kochner, que tout le monde connaît bien entendu, va parler de la vision sociale. Ensuite, il y aura donc le symposium Alcon traditionnel qui existe depuis très longtemps, car Alcon, notre partenaire depuis toujours pour ce vendredi soir, nous fait l'amitié de continuer à nous faire confiance pour ce symposium. Et enfin, nous finirons par des cas cliniques sur la cataracte dite combinée, c'est-à-dire associée aux autres pathologies. Voilà, bienvenue à tous et Béatrice, la parole est à toi. Je veux croire que vous êtes tous venus pour écouter cette magnifique lecture. Je vais l'appeler Social Vision. C'est beaucoup plus hype que de dire vision sociale. Et c'est réfléchir ensemble à finalement ce qu'on va appeler le bénéfice de nos chirurgies, le bénéfice rendu auprès de nos patients. En d'autres termes, en évoquant Social Vision, je vais plutôt discuter avec vous de la place cruciale de ce qu'on va appeler la vision intermédiaire. Alors en vérité, la vision intermédiaire, c'est plutôt une zone de vision. Parce que si on se plaît à classiquement, surtout avec nos implants trifocaux, à dire que nous avons le 4 mètres pour la vision de loin, le 33 cm pour la vision de près, vous avez quand même pu, au travers de la littérature, constater que cette vision intermédiaire prend tantôt le 60, le 70, le 80 cm, et qu'on devrait plutôt se poser la question de quid de la métropie combinée. Le myope va peut-être rechercher quelque chose de plus proximité que l'hypermétrope. Et puis pourquoi pas, mesdames, messieurs, la longueur des bras qui fait que votre tablette, vous allez l'ajuster à une distance différente. Aujourd'hui, ce que l'on cherche, et c'est le combat bien sûr dans le domaine de l'optique, c'est la quête d'une continuité de défocus, c'est-à-dire le passage à toutes les distances sans se poser la question de sauter d'un point focal à l'autre. Parce que quand on réfléchit aujourd'hui à notre préoccupation visuelle du quotidien, c'est ce que l'on va appeler les activités quotidiennes de la vie sociale. Eh bien, vous voyez que notre mode de vie a changé et qu'en plus, avec le recul de l'âge de la retraite, en particulier en France, nous allons être amenés à travailler de plus en plus longtemps dans toute cette distance, cette zone de vision, quand on parle de tablettes, quand on parle d'ordinateur, quand on parle aussi d'outils de communication, de plein de choses de la vie donc du quotidien. Eh bien, on va constater qu'on utilise volontiers cette zone de vision qui n'est pas la fameuse distance de loin qui autrefois faisait le bonheur. Monsieur, vous voyez 10 dixièmes, c'est la clé du succès. Aujourd'hui, on va chercher ce confort et vous notez que lorsqu'on considère dans notre population aujourd'hui actuelle, eh bien une personne de plus de 55 ans va passer 6 heures dans sa vie de région sociale de cette zone intermédiaire, quand ce taux même augmente chez nos amis américains, peut-être plus addicts encore des écrans, puisque vous voyez qu'on estime aux États-Unis qu'après 75 ans, eh bien les patients vont passer, les citoyens vont passer plus de 7 heures sur cette région qui constitue vos activités du quotidien. Et ces activités du quotidien, aujourd'hui, eh bien c'est un marqueur. Et si vous discutez avec les gériatres, avec tous ceux qui s'occupent du bénéfice rendu aux patients, cette notion des activités quotidiennes et du confort pour les réaliser, c'est un nouveau marqueur de santé publique. Alors vous voyez, ça correspond à tout ce que vous faites en loisirs, en travail, en activités sportives. Et donc on va chercher ce champ de vision qui va permettre donc de réaliser l'essentiel des activités. Et j'imagine que si vous manipulez les implants aujourd'hui, dits correcteurs de la presbytie, eh bien vous donnez au quotidien des exemples pour que les patients comprennent de quoi on parle. Quant aux cuisines, quand on épluche des carottes, ça équivaut à quasiment écrire, regarder sur sa tablette, et ça n'a rien à voir entre regarder sa montre, écrire un SMS ou lire un livre. Lorsqu'on marche sur un sol irrégulier, qu'on a besoin de la vision binoculaire, il faut le même confort que pour monter les escaliers. Et tout ça, ça correspond à cette notion donc d'une nouvelle évaluation des résultats, c'est-à-dire la capacité qu'aura le patient à utiliser sa vision
pour réaliser l'ensemble de ses activités quotidiennes. Donc on est bien loin, vous le voyez, de cette notion d'acuité visuelle. Alors dans le contexte du vieillissement et plus encore du handicap, ces valeurs-là vont prendre vraiment un sens, qui fait d'ailleurs qu'on a fabriqué un groupe de travail qui met dedans la Société européenne de gériatrie, avec en particulier la Société européenne qui est le SRS, donc dans ce domaine de la chirurgie du cristallin auquel on pense tous, avec le vieillissement. Et donc les besoins visuels aujourd'hui vont augmenter parce que nos activités sont plus demandeuses, parce qu'on a besoin d'une indépendance pour faire pas mal de choses et qu'autrefois on ne conduisait pas à 80 ans, qu'on n'avait pas d'écran à 70 ans. Et donc aujourd'hui, on estime que la seule considération de la baisse d'acuité visuelle n'est plus le seuil absolument approprié. Et c'est tellement vrai que vous voyez que cet Institut national de la santé américaine a bien démontré que l'acuité visuelle, c'est devenu une mesure grossière et qu'il faut mesurer aujourd'hui la qualité de vie et la réalisation de ce confort patient en introduisant un marqueur qui est le ressenti du patient et puis son confort à réaliser tout ce qu'il conduit dans son quotidien. Alors, bien sûr, si on parle de personnes handicapées, que vous avez sûrement dans votre pratique au quotidien, on parle de personnes qui ont une baisse d'acuité visuelle, voire même de basse vision, qui ont parfois un désordre cognitif ou un déficit moteur, ceux à qui vous direz le verre progressif, pas bon pour vous. C'est évident que pour eux, ajouter la lunette dans leur quotidien, leur handicap, est un handicap supplémentaire et que viser une chirurgie qui va leur permettre de faire l'essentiel des choses de la vie sans lunettes, ça fait sens. Et si vous demandez à ces personnes handicapées quelle est leur vision de confort, c'est la vision de proximité. La personne qui a l'Alzheimer va aimer voir ce qu'elle a dans son assiette, ou en tous les cas va mieux se comporter que si vous lui donnez la vision de loin. Et a fortiori, la personne handicapée motrice va chercher également cette vision de proximité qui correspond à la vision intermédiaire, sans imaginer intégrer les écrans ou les smartphones. Alors il y a donc le docteur versus le patient. Le docteur, il a sa mesure objective, celle que vous brandissez encore devant les patients en disant « Écoutez, je vous assure, 10 dixièmes, vous avez le résultat attendu. » Et puis il y a le patient qui va vous dire « C'est peut-être sympa votre 10 dixièmes, mais il y a plein de choses dans la vie que je ne peux pas voir. » Et donc il va se plaindre, lui, en revanche, de perte de capacité. Prenez l'exemple du myope qui, sans lunettes, voyez bien, vous lui donnez 10 dixièmes avec un bon monofocal, il ne va pas vous dire merci le lendemain, il va vous dire il y a plein de trucs, y compris me raser devant la glace ou me mettre mon mascara, que je faisais très bien avant, et il ne vous dira pas merci docteur. Donc le seuil d'acuité visuelle n'est plus le bon indicateur, même s'il reste encore sur le plan médico-légal celui qui définit votre cataracte. Il va falloir le reconsidérer, il va falloir l'adapter aux limitations du patient dans sa vie quotidienne. Donc, en vous évoquant ça, je vous invite à considérer que la définition de la cataracte va devoir être revisitée. Parce que, d'abord, on a un besoin croissant de cette chirurgie avec les changements démographiques, la population qui vieillit et qui va réaliser plus tôt qu'auparavant, lorsque le cristallin perd de sa transparence, l'impact visuel qui en découle, tout en sachant que c'est bien sûr, vous le savez tous, la procédure la plus pratiquée, mais également la plus à succès et sûrement celle qui a démontré une dimension cost-effective qui est tout à fait bien démontrée. Alors, elle est dans le collimateur des tutelles parce qu'elle est tellement pratiquée et qu'on introduit des optiques dans lesquelles, bien sûr, nos pouvoirs publics peuvent se prendre les pieds dans le tapis, qu'il va falloir se concentrer à démontrer quelle est la plus-value de nos progrès de l'optique. Donc, on a besoin d'une nouvelle définition qui va intégrer la perception du patient, c'est-à-dire sa qualité de vie et pas simplement la baisse de vision. Et donc, on va avoir ainsi une dégradation de qualité de vie dans le quotidien qu'il va falloir donc pouvoir quantifier. Alors, on a aussi besoin pour ce faire de nouveaux outils. Et donc, pour être capable de mesurer cette perception du patient, on va avoir des questionnaires de vie qu'il va falloir affiner et puis, bien sûr, quantifier la qualité de vision. Qualité de vie, qualité de vision, ça va ensemble et on sait aujourd'hui que la qualité de vision, c'est elle qui définit la supervision et c'est encore une fois pas la mesure d'acuité visuelle. Alors vous allez avoir d'ailleurs à réfléchir à votre cataracte dite conventionnelle, celle que vous utilisez au quotidien en disant « Oh, je lui ai fait une cataracte conventionnelle avec un implant classique. » Eh bien, en fait, vous allez devoir réfléchir à quelle cible vous allez apporter parce qu'aujourd'hui, restaurer l'acuité visuelle de loin, c'est finalement apporter
peu de fonctionnalités à la vie de vos patients qui vont, on l'a dit, vivre au moins 6 heures par jour avec leur vision intermédiaire. Et donc, vous allez, en réintroduisant des lunettes de près pour certains, peut-être limiter leur fonctionnalité au quotidien. Et donc, nos implants réfractifs, qui vont viser la compensation de la perte d'accommodation, quel que soit leur concept, vont pouvoir ici trouver peut-être la plus-value qu'on va enfin démontrer, puisqu'ils vont améliorer cette qualité de vie en permettant aux patients de faire un maximum de choses sans lunettes. Et donc voilà l'entité nouvelle qui vous arrive, c'est les PROM, donc les Patient Reported Outcomes, qui en fait doivent devenir aujourd'hui le but de la médecine en général, mais pour nous ophtalmologistes et en particulier dans le domaine de la chirurgie de la cataracte, eh bien c'est définir un nouveau but, celui de délivrer des résultats en accord avec les vraies attentes du patient, c'est-à-dire démontrer qu'on a un bénéfice apporté. Et donc, c'est aujourd'hui une nouvelle valeur de quantification du soin qui correspond, même si on a encore des standards à définir en la matière, qui correspondent vraiment à la définition de ce qu'aujourd'hui le système public dans le monde vous demande d'opérer de façon pertinente, de façon sécurisée, accessoirement sans complications, c'est encore un autre marqueur, mais surtout le marqueur aujourd'hui dont on parle ce soir, c'est d'apporter un vrai bénéfice quantifié par le patient lui-même. Et donc la valeur du soin va se définir par le bénéfice en santé qui est perçu par le patient, ce qui veut dire refléter sa qualité de vie, et puis aussi, bien sûr, relatif au coût pour y parvenir. Et là aussi, c'est un marqueur qu'il faudra intégrer dans la quantification de nos gestes lorsqu'on va aller débattre tout ça avec nos tutelles. Alors, il y a un rôle à définir pour les registres. Les registres, aujourd'hui, ils sont devenus une nécessité. C'est imposé, là aussi, par notre ministère, lorsque toutes les spécialités sont amenées dans leur développement professionnel continu, le DPC auquel vous allez tous être soumis, les registres vont être intégrés. On ne parle pas des registres qui quantifient le nombre d'actes, on parle des registres qui vont quantifier les actes dans leur situation pré- et post-opératoire pour en définir pertinence et bénéfices apportés. Et donc, ces registres, ils ont pour but d'inciter, d'améliorer aussi les résultats et de ce fait également le chirurgien dans ses indications et dans son niveau de performance. Et donc, le chirurgien et le patient vont disposer d'un score qui vont pouvoir permettre de donner une valeur quantitative à cette qualité. Alors, pour optimiser l'atteinte de cet objectif, il faut savoir qu'il y a des registres, bien sûr, qui sont déjà en place. Vous avez peut-être déjà entendu parler, par exemple, du registre RICO de SRS, qui permettait de définir un bénéfice apporté, mais pour lequel il va falloir affiner le nombre des 9 questions qui sont proposées pour être un petit peu plus discriminant dans cette indépendance et cette qualité de vie pour la réalisation des activités quotidiennes. En France, ce registre vient de trouver son implication. Il est devenu le registre PROM4, qui est en phase d'évaluation et qui a déjà passé un certain nombre de validations. Il est actuellement sous le contrôle du ministère avec un certain nombre de sites, vous voyez, qui servent à son implantation et à son évaluation. Et sa plus-value aujourd'hui, eh bien, c'est d'avoir été capable, pour quelques-uns des centres qui l'évaluent, d'ajouter 2 questions. La qualité de vie de nuit et l'indépendance lunette. Donc, vous voyez, on y arrive à cette quantification. Et retenez bien ce terme de registre, parce que, surtout pour tous les jeunes qui se lancent aujourd'hui dans la pratique, ça va vous être imposé. Donc, acuité visuelle et fonction visuelle. Fort est de constater qu'il y a une pauvre corrélation entre les deux, et ça, même s'il est difficile de trouver des méta-analyses qui vous le démontrent, on peut citer le registre de la Norvège, ou le registre S systématique, ou celui qui est proposé en Angleterre, et qui montre qu'il n'y a pas de corrélation entre une acuité visuelle et un bonheur visuel. Mais ça, évidemment, avec tout ce que je viens de vous dire, personne n'est surpris. Je ne sais pas si vous savez, mais l'Europe a mis en place un working group, donc un groupe de travail qui est dédié à ce focus sur la vision intermédiaire et qui a donné lieu à une publication pour se pencher sur cette réflexion philosophique, encore une fois en concertation avec les spécialistes de la pathologie du vieillissement que sont les gériatres.
Et donc, on est arrivé à ce constat, il faut la définir, il faut la considérer, mais il faudra l'évaluer. Et donc, des nouveaux outils vont devoir rentrer dans notre quotidien, sensibilité au contraste, c'était loin des systématiques, la notion avec ou sans éblouissement, la vitesse de lecture, l'ère du champ de vision binoculaire, autant de paramètres que vous voyez dans la littérature apportée pour l'évaluation des multifocaux, mais qu'il faudra que, sûrement, on implémente dans notre quotidien. Il restera une relation à établir, celle entre les mesures de la fonction visuelle et bien sûr la capacité qu'a le patient à accomplir ses activités quotidiennes, mais ça, c'est les marqueurs, donc le patient outcome, qui vous apportera la dimension complémentaire. C'est quoi le bonheur visuel? Eh bien, si vous réfléchissez, c'est être capable de tout faire dans la vie sans penser à ses yeux, et c'est pas comme on voudrait l'entendre, moi j'aime bien ma vision intermédiaire sans lunettes, moi je vais vous prendre celle de près, moi c'est de loin que je préfère. En fait, oublier ses yeux, c'est ça le bonheur, c'est comme être en bonne santé, c'est ne pas penser à son bien-être, c'est l'être spontanément. Et donc cette capacité fonctionnelle doit devenir le principal marqueur et l'objectif de vos chirurgies. Donc on va avoir des nouveaux outils à intégrer, comme je vous l'évoque, et vous voyez, mesurer, quantifier de manière objective une allométrie, vous faire de façon plus automatisée une courbe de défocus pour démontrer la continuité de cette défocalisation. Eh bien, ce seront sûrement des choses qui nous seront donc imposées dans le futur. Donc au total, la vision intermédiaire, qu'on pourra appeler social vision outre-Atlantique, c'est une vision fonctionnelle. Elle définit, elle correspond à la majorité de nos activités sociales. Elle ne devrait pas être mesurée en acuité visuelle, mais en capacité à réaliser les activités du quotidien. Donc, vous voyez, on se place bien du côté du patient et plus du côté du chirurgien, même si vous savez tous qu'un patient heureux fait un chirurgien content. Ça va requérir une plus grande responsabilisation du patient. Il va devenir son propre marqueur. Et donc, on va devoir se brandir de ce nouveau marqueur pour l'expliquer, pas simplement aux organisations de patients, mais aux tutelles, afin qu'on puisse changer les critères et positionner ces nouveaux outils dont je viens de vous parler, et pour surtout valoriser les optiques de nos implants, car aujourd'hui, seul ce type de perception du patient et de son service rendu au quotidien permettra de donner un positionnement défendable devant nos tutelles quant à nos optiques avancées. Et donc, c'est même d'ailleurs peut-être sur ces proms et sur cette considération du confort patient dans ses activités quotidiennes qu'on va être amené à reclasser tous nos implants de demain sur lesquels vous vous arrachez les cheveux en vous les construisant uniquement sur les principes optiques. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que je vous ai fait réfléchir différemment à l'intérêt des optiques. Merci beaucoup Béatrice de nous avoir ouvert les yeux sur différentes dimensions, loin, intermédiaire et près. Bravo, c'était super.